Donc, on va attaquer la dernière partie de cette journée qui a été très dense et très, très intéressante, en tout cas, je trouve. On verra vos fiches d'évaluation. Alors, quand on a fait le programme, on en avait parlé, puisqu'on devait faire l'année dernière au mois d'octobre 2020. On était après la première vague de crise, au moment où les gens sortaient sur les balcons pour taper dans leurs casseroles pour remercier les soignants. Et puis on entendait plein de commentaires, d'interviews. Vous savez, les soignants étaient vraiment... on était portés au nu. Après, ça a changé. On était au contraire achetés à la poubelle. Et donc, à ce moment-là, j'ai entendu des échos de personnes, ce qui n'était pas tout à fait ce que moi je vivais à l'hôpital, enfin en tout cas pour tout le monde, mais tout le monde a vécu la crise de façon très très différente, qu'il soit dans un établissement de santé, médico-social, ou en ville, ou à la campagne, ou etc. Et certains dire, grâce à cette crise, j'ai retrouvé du sens à mon travail. Donc on s'est dit, on ne peut pas passer outre la réflexion de savoir, est-ce que en période de crise, il y a plus de sens? Et puis surtout, est-ce que finalement la reconnaissance de cet investissement peut donner encore plus de sens au travail? Alors on a cherché, et puis comme souvent quand on cherche très très loin, en fait, on a trouvé une psychologue clinicienne que j'ai découvert à Chamalières, donc à la banlieue de Clermont, qui est extraordinaire, après avoir cherché à Pékin, à Washington, partout dans le monde. Et donc, on a l'immense honneur d'accueillir Annabelle Morche, qui va nous synthétiser dans les deux topos, ou dans deux topos séparés, mais l'un à la suite de l'autre, en tout cas, ces deux aspects du sens du soin pour terminer. Et puis après, de toute façon, il y aura encore une discussion. Merci beaucoup, Annabelle, de nous honorer de votre présence. Écoutez, bonsoir à tous et à tous. Oui, ma présence honorable, je ne sais pas, vous allez voir à la fin peut-être, on verra. Donc je suis psychologue clinicienne. Je me présente un peu parce que je vais quand même plus parler de ce que j'ai vécu moi dans le cadre de ma profession, tant qu'à faire, notamment dans le confinement, puisque en tant que psychologue en libéral, j'ai continué à travailler, on va dire, dans un petit vécu monacal pendant cette période bizarre, notamment le premier confinement, bien sûr. Je précise, donc je travaille essentiellement sur les problématiques anxieuses, dépressives, et beaucoup aussi sur le stress au travail, le burn-out, puisque je fais partie d'une association clermontoise qui s'appelle EPAS, pour ceux qui connaissent, et qui est vraiment dédiée à ces problématiques de stress au travail. Je précise aussi, parce que vous allez vite vous en rendre compte, j'ai une chapelle, s'il y en a une, qui sont les thérapies cognitives et comportementales, mais pas que. Et je vais effectivement reparler des outils qui ont eu justement du sens pendant cette période, en tout cas pour moi et dans ma pratique. Donc il n'y a pas de PowerPoint, j'ai pris quelques notes parce que c'était pas si évident que ça de synthétiser ma pratique professionnelle, le vécu et de faire quelque chose de vivant. Et je vais essayer parce que voilà, c'est un peu le but qu'on partage, surtout après. Donc en tant que psychologue, j'ai découvert le confinement pour moi d'abord et puis aussi dans ma pratique. Après je regardais effectivement les écrits que j'ai pu glaner autour de ce thème-là. D'ailleurs, même pendant ma pratique, je me souviens que j'avais fait une collection d'articles inimaginables parce que j'avais vraiment besoin de penser au plus vite et au mieux ce qu'on vivait tous. Et ça fait partie des écueils possibles, c'est de vouloir aller trop vite penser les choses, trop vite penser la crise, quoi. On en reparlera. Alors très clairement, je vais reprendre des choses bêtes, mais que vous avez sûrement compris avant moi même. C'est que face à cette crise collective, il y avait des angoisses multiples dans la population. Et c'est Serge Tisseron qui redit une petite liste possible, à savoir les angoisses de mort physique, tangible là pour le coup, la mort sociale par l'isolement du confinement, et puis la mort psychique, et Serge Tisseron disait l'incapacité de se tenir compagnie à soi-même, je trouve que c'était pas mal. Et le vide mental que ça peut laisser apparaître, en tout cas pour certains membres de la population, en l'absence de stimulation de l'autre. Je ne vais même pas parler des Parisiens, parce que je pense que c'était encore une autre problématique. À Clermont-Ferrand, on n'a pas eu de problème, on avait les volcans à côté, on faisait un petit cercle
la carte géographique pour aller se balader, enfin un luxe incroyable. Mais là encore, ça aurait sûrement pu changer ce que je vais vous raconter par la suite. Donc j'ai découvert le confinement, j'ai confiné vraiment puisque je suis même pas allée dans mon cabinet qui était à une certaine distance, que j'aurais pu y aller pour travailler, mais la flemme l'a gagné. Je suis restée chez moi, mais je me suis vue ritualiser beaucoup les choses. Donc pour vous faire rire un peu, je n'ai pas travaillé en pantoufles. J'étais derrière ma webcam. Alors il s'est organisé plein de choses à la fois. D'abord le rappel des patients, tout simplement, pour savoir qui veut bien un rendez-vous en visio, qui veut bien maintenir la téléconsultation, sachant que, souvenez-vous, on ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer, cette affaire-là. Donc le premier confinement, en tout cas, il y a eu beaucoup de différés, beaucoup de reports. Je vais vous donner à la louche mon vécu, mais je pense qu'il y a eu les 2/3 des patients qui ont préféré différer, parce qu'il y avait un bout au tunnel, a priori, et que vraiment la présence humaine dans le soin, c'est quand même important. Et puis les semaines ont passé, ça commençait vraiment à s'installer comme ce confinement, et des besoins sont apparus, où donc finalement on a reprogrammé pas mal de rendez-vous, mais je dirais que c'était de l'ordre de 2/3, 1/3, on va dire, en tout cas dans mon vécu à moi professionnel. Donc les joies de la visio, que je connaissais pas plus qu'une autre. Il y avait déjà eu dans notre métier de psychologue des débats sur la téléconsultation. Il y avait même des tentatives, mais qui restent vraiment très marginales dans la profession, de prise en charge à domicile. Bon, j'étais pas du tout de ceci, je dirais, de cela. Je n'étais pas du tout. C'est plutôt contre-intuitif pour moi. Je n'étais pas réfractaire non plus, mais c'était pas du tout des pratiques vers lesquelles j'allais, en tout cas. Donc en tout cas, ça s'est fait, et vous allez le comprendre sans regret. Donc j'ai eu tous les cas de figure. J'ai eu beaucoup de visio. Alors on est resté sur du classique WhatsApp, Skype, avec tous les aléas possibles. Donc les interruptions d'entretien, en veux-tu, en voilà. On commençait en visio, on finissait au téléphone parce que ça passait pas. Donc mais là encore, tout ça finalement, moi m'a fait ressentir la force du cadre, puisqu'on a pu faire des entretiens, on a pu avancer dans les thérapies. Donc je vous donne un petit peu l'issue. Tout ça n'a rien empêché, et c'est tant mieux. Le bon côté de la visio, c'était quand même l'absence du masque, que j'ai dû remettre depuis que j'aurais pris le cabinet, que j'ai rouvert le cabinet en tout cas, ce qui n'est pas toujours le plus simple. Donc là, outre l'aspect technique, il y avait quand même aussi, donc je vous dis, les différés, les reports, l'impossibilité concrète des gens de s'isoler aussi, tout simplement, que ce soit à cause ou grâce aux enfants, des loupés très très drôles, j'en garde encore des souvenirs drôles, des chats qui passent devant la caméra. Donc j'ai jamais vu autant de chats de ma vie. J'ai réalisé que les Français avaient des animaux domestiques, moi la première d'ailleurs. Et vous voyez, ça vous fait rire, ça me fait rire, parce que ça a remis là aussi un peu d'humanité, un peu d'universalité, bêtement, dans pas que des animaux, mais le fait d'être à domicile, le fait de voir le domicile, d'en rire effectivement de ces incongruités, de ces empêchements qui viennent des incongruités heureuses, on va dire. Par contre, beaucoup moins heureux, ça a été les gens que je croyais isolés dans une pièce, et ça m'est arrivé 1 ou 2 fois quand même. J'avais quand même rappelé un petit peu le cadre bête et méchant, surtout avec des patients que je connaissais déjà, qui a priori avaient intégré le cadre minimum d'une psychothérapie, et de me rendre compte 10 minutes après qu'il y avait le mari au bout du canapé. La dame était bien installée en plus, nickel, elle avait pris une position de détente, si tant est qu'on avait des exercices de relaxation à faire. Et vraiment, on vous rendait compte au bout de 10 minutes, un quart d'heure, que le mari est au bout du canapé, parce que vous savez, les gens ont des canapés très grands maintenant. Donc il y a le bout de canapé. Et là, un mari qui écoutait tout depuis le début, puisqu'elle n'avait pas de casque audio non plus. Donc comment dire à la personne qu'on pense quand même que c'était pas plus mal de soit sans volonté d'arrêter l'entretien, parce que c'était pas le but non plus, de trouver un moyen pour être un peu plus isolé du mari. Bon, généralement c'est le mari qui s'en allait au final. C'était pas la femme. Voilà, pour vous faire rire. En tout cas, ce qui a été là encore intéressant, c'est très concrètement, moi ça m'a confirmé ma tendance, on va dire, naturelle à m'engager dans ces moments-là de soins, à être vraiment disponible. Ce qui m'a été, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, encore renvoyé positivement, donc ça c'est toujours agréable. Quand vous avez des mails un an de retour, où vraiment les gens se souviennent encore qu'on a assuré, qu'on a été présent malgré la tempête. Ce qui a été aussi intéressant, c'est le temps suspendu pour certaines personnes, mais dans le bon sens du terme, notamment effectivement les vies professionnelles un petit peu stressées. Il y a des gens qui ont quitté, grâce au confinement, l'hyperstress.
Alors, ils n'osaient pas le dire au début, ils étaient super contents d'être confinés. Aussi dans les conflits de personnes au travail, ça a fait un temps mort formidable. Ça n'a rien résolu non plus, bien sûr, mais ça a fait un peu de recul, d'oxygène. Par contre, on avait aussi des patients qui ont développé des troubles anxieux majeurs, des lions en cage, on va dire, pour certains, ou d'autres qui ont carrément, je vais en parler après, peut-être décompensé sur le plan psychotraumatique. Voilà, donc il y avait aussi tout l'intérêt de changer de point de vue, ce temps suspendu qui permet de rebrasser un petit peu les vécus, de relativiser aussi, comme on l'a dit aussi toute la journée. Et puis pour ma part, donc effectivement, assez vite, on a eu des réflexes entre collègues de s'appeler plus régulièrement qu'avant, de faire des WhatsApp, de partager des articles. Donc, sachant que le libéral a tendance un peu isolé, il ne fait pas attention. Donc voilà, il y avait ces bons côtés-là. Donc pour essayer de répondre à la question, est-ce que la crise amène du sens ? Alors je fais 2 petites parties sérieuses, un peu scolaires. Donc première partie, et vous allez voir qu'elle est plus grande, donc la réponse est oui pour ma part. En quoi ça remet du sens ? Alors pour moi, ça a validé des pratiques. Si je devais résumer, ça a remis du sens au sens où ça m'a confirmé, appuyé mes outils, mes pratiques, mes soucis, on va dire professionnels au bon sens du terme. Plus que jamais, j'avais envie d'être là pour mettre du sens justement aux gens, aux situations de vie, aux souffrances, et pas juste d'être dans le curatif. Alors je sais que ça va vous faire rire pour ceux qui sont un peu détracteurs des thérapies cognitives et comportementales, mais nous ne sommes pas que dans le curatif, et c'est un autre débat, mais voilà, c'est vraiment plus que ça. Dans les thérapies cognitives comportementales, il y a une part très pédagogique pour justement remettre du sens aux choses, aux troubles. Il y a beaucoup de psychoéducation, donc là, plus que jamais, il y avait de la psychoéducation, notamment par rapport aux émotions négatives, par rapport à la peur, aux angoisses. On en a encore plus fait, je dirais, qu'en temps normal. Donc ça reprenait tout son sens. Pour ma part, là encore, il y avait une notion de responsabilité envers l'autre. J'ai marqué juste pour moi l'idée d'un contrat retrouvé ou renouvelé. Ça reposait aussi ce cadre-là. Après, en tant que psychologue tout court, je dirais sentiment d'utilité complètement renforcé face à l'angoisse de la population, avec le piège aussi de devenir un sauveteur, mais ça on en reparlera dans les contre-arguments. En tout cas, voilà, le sens de mon métier, de mon engagement professionnel, c'était effectivement d'être là, de répondre présent face à la vulnérabilité, on en a parlé toute la journée, face à la détresse de nos semblables. J'avais ressorti même à cette époque-là la définition du Larousse de la détresse psychologique, alors je vous la redonne. L'angoisse causée par un sentiment d'abandon, d'impuissance, par une situation désespérée. On était quand même bien là-dedans, dès le premier confinement. Donc j'ai marqué une sorte de retour aux sources en tant que psychologue, on va dire expert, entre guillemets, mais vous l'êtes aussi, de la détresse psychique. Et alors je ne vais pas citer Paul Ricoeur, mais j'ai retrouvé une terminologie de Paul Ricoeur qui s'appelle la capacité. Donc remettre effectivement le sentiment d'être capable, de ne pas être dépossédé de la situation, remettre de la puissance ou très relative la puissance, mais enfin du sens et donc de la puissance, je pense, dans la vie, dans la vulnérabilité justement. Un truc aussi pas nouveau dans la crise, mais ô combien prégnant dans la crise, le droit aux émotions, le droit d'aller mal, le droit de lâcher, le droit de ne pas y arriver. Je répète, il n'y a pas que les gens qui font un burn-out qui méritent d'entendre cela, mais à cela, je fais un long laïus généralement, puisque c'est justement une crise de la performance, là où en tout cas c'est comment dire, dans le fonctionnement de quelqu'un qui a fait un burn-out, c'est quand même l'échec, et en tout cas le sentiment d'échec vient de là. Je résume peut-être un petit peu en disant ça, mais c'est une idée parmi tant d'autres. Et puis voilà, la vulnérabilité découverte pour la plupart des gens qui avaient un équilibre de vie. Alors je pense tout de suite aux gens qui faisaient beaucoup de sport, qui avaient quand même justement un sacré équilibre de vie. Même je les enviais certains, je trouvais qu'ils avaient une façon de réguler leur quotidien, leur semaine, les sphères familiales, les sphères professionnelles. Ça avait l'air d'être un jonglage qui fonctionnait très 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 bien. Et là, ça a été sacrément remis en question pour certains. Donc ce qui était intéressant aussi d'observer et donc d'accompagner surtout, c'était de voir cette vulnérabilité apparaître et cette remise en question de leur représentation d'eux-mêmes, qui était en tout cas abîmée ou empêchée, là encore plutôt, par ce confinement. Donc de toute façon, là encore, le dada des psychologues, j'allais dire, on est là pour ça, pour vous rappeler qu'il faut un rapport à soi, l'introspection, le droit aux émotions, le droit de s'écouter ou le devoir de s'écouter, alors encore plus en temps de confinement.
Voilà, les besoins humains fondamentaux, fallait presque tout reposer à plat pour certains, pour revenir à des bases. Il y avait aussi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le sentiment d'appartenance, d'un seul coup redécouvert là aussi. Il y a plein d'études très intéressantes là-dessus, ça revient un petit peu au goût du jour, sans que ce soit justement un défaut ou une faille, on va dire, de l'être humain. On parle d'interdépendance heureuse. Il y a des auteurs, notamment Christophe André, mais Rebecca Shankland, qui est une psychologue de la psychologie positive, qui a écrit un très bon livre là-dessus aussi. Donc il y avait tous ces bons messages finalement que la crise a pu remettre au goût du jour dans le soin. Après, bon, je passerai vite, mais il y a tous les outils de la gestion du stress qu'on connaissait déjà, mais qui ont été encore plus, j'allais dire, utiles. Je pense que, comment il s'appelle, Petit Bambou, Meditopia, enfin toutes les applications qui étaient déjà bien connues ont dû exploser là encore en termes de téléchargement. Ça faisait partie comme des nouveaux rituels justement possibles pour ces gens-là, en tout cas là encore dans le premier confinement, parce que les autres confinements n'étaient pas identiques. Ce qui a eu aussi beaucoup de sens, mais là encore c'était pas des découvertes, mais plutôt des réaffirmations, c'est tous ces cercles vicieux anxieux, c'est-à-dire la base de l'anxiété, à savoir l'intolérance à l'incertitude. C'est quand même des noyaux durs en psychopathologie. C'est une façon de penser, en tout cas la psychopathologie anxieuse, qui moi m'a toujours fortement intéressée. Pour résumer, c'est effectivement le fait d'être intolérant à l'incertitude qui serait le terreau, le noyau dur ou le terreau de tous les troubles anxieux. Et ben on l'a bien vérifié face à l'incertitude de ce Covid, cette Covid au féminin, et de tout ce qu'elle a impliqué pour nos vies. Dans les outils aussi, donc j'étais un peu soufflée pour ceux qui connaissent, donc je pratique les TCC, les thérapies cognitives comportementales, et nous aussi on avait des vagues déjà, on avait piqué l'idée déjà bien avant. Donc a priori, si je suis pas en retard, on en est à la 3e vague dans notre chapelle, et la 3e vague, vous la connaissez, c'est justement ce que je citais, Petit Bambou, la méditation, la pleine conscience, et bien d'autres choses, mais c'est ce que je vais résumer le plus vite. Et là, génial, ça tombait pile poil. Ça avait encore plus de sens puisqu'on était dans un espace réduit, un espace subi, et que là encore, même des patients qui n'étaient pas, non pas réfractaires, mais qui n'étaient pas encore dans l'application, on va dire, de cette méthode-là, malgré leur trouble anxieux, on va dire. En tout cas, on n'était pas arrivé à ce stade-là dans certaines prises en charge. Et là, ça portait tout son sens et ils y sont allés, j'ai envie de dire, plus tranquillement. Donc, pour faire court, c'est les techniques donc, de pleine conscience qui reviennent aux 5 sens. Donc, on a parlé en plus ce matin du lien entre mettre du sens et les 5 sens. Donc, on est revenu au sensoriel, puisque le sensoriel, c'est la réalité. Il n'y a pas d'autre réalité encore tangible que le sensoriel. Donc ça a été, on va dire, une voie d'échappement formidable pour les gens. Et quelque part, là encore, ce qui était dommage, c'est d'attendre la crise pour découvrir cela. Et fort heureusement, donc la plupart des gens ont gardé cela après la crise. Dit autrement, c'est revenir effectivement dans l'acceptation du réel, rester sur ce qui fonctionne, sur ce qui est. Plein de découvertes dans ces exercices-là, il y a plein de découvertes éminemment philosophiques, existentielles. Découvrir, j'ai envie de dire, les patients le disent comme ça, d'ailleurs, c'est découvrir un espace infini en soi dans un espace réduit. Redécouvrir que la perception des sens calme la turbine mentale, calme les ruminations, et que surtout il faut les calmer puisque les questions restaient sans réponse pendant quelques temps. Donc surtout pour accepter l'inacceptable, et il y a plein d'aspects à cet inacceptable. Je vais passer vite parce que là c'est de la théorie pure. Il y a un aspect qui m'a fort intéressée aussi. Alors je travaille aussi à une autre méthode qui s'appelle l'ICV, qui n'est pas très connue. C'est pas l'EMDR, mais c'est un truc qui s'inspire un petit peu. Et on avait appris que l'ICV, que les troubles psychotraumatiques plutôt, étaient quand même assez fortement reliés à la qualité de l'attachement au départ. Attachement sécure, attachement insécure. Et là, on l'a bien confirmé avec le confinement. Là encore, des gens a priori stables, a priori sans trop de problèmes, qui se retrouvaient dans des sentiments d'impuissance, d'abandon, d'insécurité totale. Donc, ce qui s'est passé, ce qui devait se passer arriva plutôt. On a eu des décompensations sur des psychotraumatismes. J'allais dire, c'est pas grave, du moment qu'on arrive à les attraper, à en faire quelque chose, et justement se saisir de cette occurrence pour soigner. Donc moi j'ai eu 2-3 cas comme ça de nouveaux patients pendant le confinement où il y avait donc on va le dire autrement une levée de l'amnésie traumatique avec
Là encore, ça s'explique très simplement, vous l'avez compris sûrement, c'est la réactivation du système d'alarme par le confinement, par l'impuissance dans le confinement. Donc ils l'ont très bien décrit. D'ailleurs, les patients disaient, je suis à nouveau piégé, je suis envahi par un sentiment d'impuissance, de vulnérabilité énorme. Ben voilà, ça fait ricocher. Et ce qui devait sortir est sorti. Et là encore, on dédramatise avec le patient, on remet du centre en l'expliquant comme ça. Et c'est l'essentiel. Et après, on travaille bien sûr le trauma. Et puis tout ce qui est éducation à la santé, je l'avais dit au début peut-être, en psychoéducation au même large. C'est le rappel sur l'hygiène de vie, dormir, manger, se faire plaisir. Voilà, je me suis vue en tout cas, ça m'a bien fait rire moi-même, redire des choses que je pensais acquises pour la plupart des gens, et en fait non, il fallait vraiment remettre du bon sens, là encore, est-ce que c'est du bon sens, je sais pas. En tout cas, remettre des bases un petit peu pour tenir une journée dignement. Et j'avais prévu une citation de Camus, donc on est tous dans les mêmes auteurs, mais c'est pas la même, c'est pas La Peste. Enfin, c'est peut-être dans La Peste, j'ai pas recherché la source, j'étais un peu flemmarde là sur ce coup aussi. Mais ça va complètement, là encore au-delà de la crise, ça va complètement avec ces techniques-là qui viennent un petit peu sauver le psyché dans ces moments difficiles. Elle est connue cette phrase, vous l'avez peut-être déjà vue 20 fois. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Ben voilà, ça c'était le sens du soin, en tout cas moi ce que j'ai retrouvé dans le sens du soin, notamment dans la crise. Mais grâce aux outils là encore que j'avais et pas grâce à ma science infuse. Donc ça c'est le côté positif. Maintenant, l'écueil ou les écueils possibles dans cette crise. Ce qu'en tout cas, là encore, à ma petite échelle, ce que j'ai pu identifier. C'est déjà le fait qu'il faut absolument s'adapter dans la minute. Il fallait tout de suite piger le truc pour recracher aux gens du sens que nous-mêmes, franchement, on n'avait pas le temps d'avoir trouvé par soi-même. Donc, accueillir l'autre pour mettre du sens, essayer d'arriver à en mettre soi-même, devoir créer du recul, il n'y en a pas, l'espace-temps étant réduit. Donc, je me suis vue partir dans des écueils pas possibles. J'étais apprenti épidémiologue, j'étais apprenti virologue. Enfin, je me suis vue recracher ce que j'écoutais une heure avant à la radio. Et j'ai pas fait mieux que les autres, je me suis contredit le lendemain, généralement. Mais bon, en même temps, j'ai essayé de mettre du sens. Voilà. Toujours pareil. On a essayé de mettre du sens. Tout en essayant de mettre de la nuance, surtout. Mais ça faisait aussi des échanges très intéressants avec les patients. Et au-delà de faire le café du commerce, je me suis quand même vue essayer de penser ce qu'on pensait, essayer de penser ce qui se disait, même si c'était un petit peu du café du commerce par moment. Et plus que jamais, il fallait être vigilant sur cette position de sauveteur, sur cette position de volontariste, d'humanitaire, qui du fond de sa grotte continuait à soigner. Le burn-out en tant que soignant nous guette toujours très rapidement, donc il fallait encore plus être vigilant là-dessus, donc pas tomber dans ce mode humanitaire justement. Alors là encore, c'est un aspect qu'on n'a pas évoqué trop jusque-là. Il y a ce qu'on appelle le traumatisme vicariant, à savoir le fait d'être traumatisé par le discours d'un patient, par la résonance que ça fait dans sa propre histoire. On n'en parle pas souvent, mais c'est pas le burn-out justement, c'est tout à fait autre chose. C'est généralement plus brutal, plus d'aspect plus soudain. Mais c'est bon, ça ne m'a pas concerné, je vous rassure, mais c'est quand même quelque chose effectivement qui peut y arriver, notamment dans les travaux des humanitaires, en tout cas dans tout ce qui est psychotrauma. Et ça, c'est important. Je l'ai revu passer, j'y ai repensé, j'ai reprêté vigilance, on va dire. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de cas. J'ai pas vu passer des témoignages en ce sens, mais c'est vrai que voilà, fallait faire gaffe à nous, quoi, on va dire. Voilà, donc ça c'était la partie y a-t-il du sens à la crise. Pour continuer, après je vous rendrai la parole. La reconnaissance donne-t-elle du sens aux soins? Alors la reconnaissance, moi je suis repartie chercher là encore les définitions. Pour la reconnaissance, c'est une vraie question parce que moi, dans la patientèle, justement, la revendication du stress au travail, des souffrances au travail, c'est la reconnaissance. Vous l'entendez vous-même, mais c'est un sujet qui revient tout le temps. Je ne suis pas reconnue pour ce que je fais, il n'y a pas de reconnaissance. Voilà, la plainte même se verbalise souvent telle qu'elle. Donc, l'ayant travaillé un petit peu, j'essaie de répondre à votre question. Il y a des choses toutes bêtes à redire, c'est que la reconnaissance, c'est un besoin fondamental. Alors, on le distingue parmi 3 piliers, l'estime de soi, la certitude d'aimer et d'être aimé, et la capacité donc de se sentir reconnu et intégré dans la communauté. A priori, c'est ces 3 piliers-là qui nous font aller pas trop mal.
Bon, la question, c'est est-ce que vraiment on a les trois souvent? C'est pas si évident que ça. Mais en tout cas, voilà, de tous les textes que j'ai repris, on ne peut pas discuter que l'animal est un être sociable et a besoin d'être inscrit effectivement dans le regard d'autrui. Je ne vais pas parler de Lévinas, promis. Mais voilà, la vulnérabilité est innée et donc on se rassure, on va dire, dans le regard de l'autre, pour faire court. Et dans les modalités de reconnaissance, il y a 4 aspects que je vous reprécise vite fait. Il y a reconnaître la personne, qu'on appelle la reconnaissance existentielle. Reconnaître les efforts, qui serait reconnaître plutôt l'investissement, les efforts consentis. Reconnaître les compétences, donc c'est plutôt la pratique, la manière d'exécuter le travail, la créativité en fait partie, l'innovation, l'autonomie, et les résultats. Alors là, de façon plus tangible, ce serait les résultats pour les résultats. J'ai pensé très fort dans la reconnaissance de ma propre personne à tous ces... c'est pas des lapsus, mais ces petites phrases de patients qui tantôt m'appellent Annabelle direct par le prénom, tantôt docteur. J'ai droit à des docteurs que j'assume pas du tout, mais qui veulent, voilà, qui ont sens aussi. Donc je ne rembarre pas le patient à chaque fois. Maintenant, j'ai arrêté de le faire. Je prends ça pour un signe de reconnaissance comme un autre. Et j'ai eu sacrément du docteur pendant cette période-là. Voilà. Après, ce que ça nourrit en moi, ça c'est une autre question. Et je me garde la réponse. Je suis fille de docteur. En tout cas, voilà, la reconnaissance, pour moi, c'était le fait d'être validé dans la pratique. Et je fais exprès de parler des patients parce que, là, c'est à titre plus personnel peut-être. Je pense que c'est la reconnaissance des patients qui, pour le coup, m'a plus apporté. En plus du cercle des collègues, comme je disais, les partages, les WhatsApp. On a bien rigolé aussi, il faut dire. La reconnaissance, moi, ce qui me fait peur dans le fait qu'elle soit un moteur du soin, c'est que quand on l'a pas, on est sacrément fragile, quoi. Et je pense que là encore, c'est un petit peu ce qu'on a dit toute la journée. Il faut que ça soit d'abord une valeur personnelle, qu'elle soit pas si dépendante que ça de la validation extérieure. Mais c'est pas si simple non plus à articuler. Donc autant effectivement quand elle arrive, elle peut être bien heureuse. Autant quand elle n'arrive pas, ça peut sacrément mettre en péril la santé psychique des gens. Là encore, je reviens aux histoires de burn-out, voire de harcèlement. Le harcèlement, c'est souvent justement un contre-jugement, un mauvais jugement sur la personne, sur ses performances, sur tout ce que je vous ai dit avant, sur les compétences. On dénie même la personne, on dénie ses compétences. Donc, et on sait que le harcèlement casse l'individu et fait des troubles psychiques très graves. On déconstruit l'identité et même sa propre santé dans le harcèlement. Donc là, on peut se dire qu'effectivement, une reconnaissance, à l'opposé d'une reconnaissance, donc le harcèlement, montre bien que la reconnaissance est quand même un petit peu nécessaire. Après, il y a le piège inhérent à la reconnaissance, juste pour vous lancer cette idée-là, à savoir que on est forcément déçu de cette reconnaissance, elle n'est jamais à la bonne hauteur qu'on souhaiterait. Et j'ai repris les petits termes de François Dubé. Alors j'aimais bien cette distinction entre égalité, mérite et autonomie, pour montrer que c'est incompatible a priori. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois reconnu en termes d'égalité, c'est-à-dire être reconnu dans mon égalité à l'autre, et être reconnu dans mon mérite. Puisque le mérite, ça vous distingue de l'autre. Alors ça se mord un peu la queue a priori. Et je pense que c'est ça qu'on entend souvent dans les plaintes, dans les souffrances individuelles, c'est que les gens ne savent plus à quelle reconnaissance se vouer, quelles sont exactement leurs attentes sur ces reconnaissances-là. Et effectivement, on ne peut pas toutes les avoir. Et pour revenir à ce qui s'est dit aussi tout au long de la journée, de toute façon, on est de moins en moins dans la reconnaissance du mérite. Et ça explique les 3/4 des burn-out, c'est des gens qui se sont épuisés à vouloir, à mon sens, à vouloir être reconnus dans le mérite, là où c'était pas prévu. En face, en tout cas. Donc, exercice périlleux de la reconnaissance. Donc, pour avancer dans mes idées, je me suis dit, l'idéal, c'est de se reconnaître soi-même. Je crois qu'on n'est pas mieux servi que par soi-même, a priori. Donc, relever ses satisfactions personnelles. Tiens, c'est marrant, on retombe pile sur la psychologie positive dont je parlais, à savoir, vous savez, l'autocompassion, la gratitude, toutes ces choses-là à la mode, qui ne sont pas que du bouddhisme, sinon j'en parlerai pas, mais qui sont quand même des vraies techniques, on va dire, d'autorégulation formidables. Voilà. Et pour finir, parce que j'aime bien finir sur un truc un peu polémique, entre guillemets, on a un gros problème, nous les psychologues, en ce moment, dans la reconnaissance. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. On était a priori très très reconnus, on n'a pas été applaudis, mais tout comme. Et là, on est en train de se faire un petit peu avoir. Ils nous ont sorti une usine à gaz sur les remboursements, je ne vais pas développer plus, vous êtes au courant. Mais oui, forcément, c'est une violence hyper paradoxale dans cette période de sens où plus que jamais on a été
interviewés, autant que les virologues. Il y avait un psychologue, généralement un psychiatre et un virologue sur le plateau télé. Et en même temps, on est en train de, si on ne fait rien, et j'espère que ça va pas se passer comme ça, on est en train de nous déshabiller, notamment, mais pas que, les psychologues libéraux aussi. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, docteur Annabelle. C'était très chouette, très bien, et ça permet de mettre encore plus de mots et de compréhension sur l'aspect psychologique qui me semble effectivement être essentiel. Alors, en attendant que vous prépariez vos questions, j'en ai une, ou en tout cas peut-être un rebond au sein même de la crise sanitaire. Donc, on vous l'a évoqué rapidement ce matin. Des cellules de soutien éthique ont été mises en place pour constituer des lieux pour les soignants, pour évoquer des situations qui les interpellaient d'un point de vue éthique. Des cellules de soutien psychologique ont été également mises en place pour répondre, ou en tout cas pour accompagner cette fois plus de souffrances psychologiques. Parfois, les deux étaient liés, éthique et psychologique. Parfois, il a fallu faire la part entre les deux, ça n'a pas toujours été très clair. En tout cas, la démarche, elle était intéressante. Et la question que j'aurais pour vous, c'est finalement, avec ce que vous nous avez présenté, des aspects plus positifs, d'autres un peu plus interrogeants, qu'est-ce que vous en gardez aujourd'hui dans une situation plutôt post-crise sanitaire? Quelle richesse vous allez préserver pour votre pratique quotidienne aujourd'hui et demain? Déjà, je regarde des patients que je verrai jamais. C'est bête à dire, mais j'ai encore des suivis en psychothérapie de gens au téléphone uniquement. Donc, c'est-à-dire que, je sais pas si je réponds à la question comme ça, mais ça marche, quoi. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que déjà, contre-intuitivement, il y a des pratiques en psychothérapie. Alors, je ne dis pas que c'est l'idéal, je ne dis pas que il y en a certains qui sont venus une fois en train exprès pour qu'on se voit une fois, quoi. Mais bon, le but, c'est pas non plus d'exposer le budget, mais là encore, ce qui m'a apporté dans ce moment-là, c'est effectivement de vérifier que ce qui compte, c'est le cadre, que c'est la méthode, c'est les outils, c'est l'humanité qui passe, que ce soit par la visio ou par le téléphone. Voilà, on peut toujours transmettre quelque chose, en fait. Il y a une façon d'accompagner qui est toujours possible. Donc ça, voilà, c'était pas prévu et je me suis fait on va dire. Je me suis fait est-ce que ça marche, en tout cas. Et ça, c'est assez bluffant même. Assez bluffant. On a beau le savoir théoriquement que le cadre, ça compte, quand vous le, je sais pas comment expliquer, quand vous le transformez, que vous devez le transformer bien malgré vous, et que ça passe quand même, et qu'on voit des avancées, des symptômes qui s'amendent très clairement, des gens qui rebondissent, qui vous racontent. Voilà. Il n'y a pas besoin de les voir pour les croire, là encore, mais ça marche, quoi. Vraiment, là, on a pu travailler, quoi. C'est qu'un aspect de la réponse possible, mais il y a sûrement d'autres choses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des remarques? Mathieu? J'avais une question un peu perverse, mais qui me concerne moi et qui concerne beaucoup de personnes que je côtoie dans les soins. Je me trompe peut-être, mais dans ce que vous avez exprimé, au moment de la crise, le fait qu'un certain nombre de personnes se découvrent vulnérables, du fait d'une situation totalement inhabituelle, vous a presque donné un sens à votre travail, enfin vous a donné plus de sens. Et plus de sens quand vous dites je leur ai redonné de la capacité, c'est épuisant de redonner de la capacité aux gens et vous n'avez pas été épuisé. Donc c'est que vous vous êtes nourri de ça et donc vous en avez trouvé une autosatisfaction, ou une auto-reconnaissance. Et moi je m'évertue à dire qu'il n'y a pas de honte à dire que on peut être heureux de soigner des gens vulnérables et d'apporter de l'aide. Enfin, qu'apporter de l'aide, ça ne doit pas être une flagellation et on n'est pas là pour jouer les martyrs et les saints, on est aussi là pour se faire plaisir dans son métier et que c'est ça qui donne aussi du sens, en tout cas moi qui donne du sens, c'est pour ça que ce matin je disais à Isabelle, mais c'est aussi les patients qui nous donnent le sens, c'est à travers le sourire, les remerciements, le regard ou simplement le fait qu'ils aillent mieux, c'est une satisfaction qui nous nourrit et qui nous donne du sens. Alors ma question, très judéo-chrétienne, est-ce mal?
ce n'est pas mal, ce n'est pas sale. Alors, là encore, je pense que tout est lié. Je fais des TCC, vous allez le dire, elle rabâche. Je me suis écartée de la psychanalyse. Et déjà, même dans la psychanalyse, il y a différentes chapelles. Et je me souviens de cette expression que je ne supportais pas déjà à l'époque, la neutralité bienveillante. J'ai jamais compris. Moi, je suis très chaleureuse, très présente, donc je pense que rien que ça fait que je m'engage et que je demande peut-être encore plus en retour. Enfin, je pense que j'engage aussi le retour qui m'arrive. Donc, il faut bien que je l'assume à un moment donné quand je l'ai. Puisque je mets de la chaleur, si elle me revient, il faut bien que j'assume. Oui, on peut pas être engagé à moitié. Et effectivement, c'est pas des postures qu'on nous apprend. Mais on est obligé de faire avec ce qu'on est. Moi, je fais le pitre, je suis hyper présente, j'en fais trop, c'est sûr. Mais je pense qu'effectivement, c'est une façon de travailler qui est pas enseignée. Je pensais à autre chose dans ce que vous m'avez dit. Pareil, dans les techniques apprises que j'apprends aux gens, donc si je les pratique pas, ça va pas le faire. C'est savoir recevoir un compliment. Les techniques dites d'affirmation de soi, vous savez, il y a recevoir une critique, émettre une critique, recevoir un compliment. Ça. C'est pareil, ça me fait, je sais pas si je réponds, mais ça me fait quitter cette posture-là de neutralité dite bienveillante. Donc je reçois le compliment et l'art et la manière de bien recevoir un compliment, c'est donc de délivrer un peu de soi en réponse, en tout cas, de la révélation sur soi et de dire pourquoi ça fait plaisir. Et là, on est dans un dialogue formidable, là, on crée du lien encore plus et que ce soit avec un patient ou n'importe qui d'autre, on peut pas. Enfin, moi, j'ai pas envie de m'économiser ça, j'ai pas envie de m'empêcher ça. Et je pense que c'est là où on redevient humain. Et là encore, en parlant de moi, je me raconte beaucoup. C'est-à-dire, dans les pratiques de soins, je me mets souvent en exemple, non pas en exemplarité, mais en exemple pour montrer mon imperfection. Je sais pas pourquoi, mais je pense vraiment qu'on est dans une époque qui a besoin de ça. Hein. Enfin, les gens sont dans des perfectionnismes, des fausses croyances sur la normalité. Et je dis ça parce que j'exerce depuis 2004, donc ça fait une petite trotte maintenant quand même. Et je me rends compte que je le fais de plus en plus. Alors est-ce que je me l'autorise de plus en plus, ou est-ce qu'en face il y a de plus en plus besoin, peut-être les deux. Donc oui, donc tout ça pour dire qu'effectivement il faut répondre présent, et répondre présent, c'est effectivement recevoir les compliments, c'est recevoir la chaleur qu'on vous renvoie, et qu'il n'y a pas à la virer, quoi, il n'y a pas à la rembarrer. Enfin, il y a une façon de la prendre sans s'y perdre. Alors, je ne prends pas tous les cadeaux, je ne prends pas les stylos Montblanc si jamais il m'arrive, je vous rassure. Mais c'est un exemple vraiment vécu. Voilà. Les Ferrero Rocher, ça oui, mais je sais pas vous, mais alors Ferrero Rocher, j'ai donné. Voilà. Si je peux rebondir, oui, je ne l'ai pas dit comme ça, par rapport à la question, c'était la symétrie, effectivement. J'ai horreur de cette asymétrie, donc je pense que je perds une énergie folle à faire tout pour qu'elle n'existe pas, donc effectivement encore plus avec la visio. Le décor renseigne vachement, les posters derrière, les trucs, il y a des sens des fois, alors des fois je dis pas tout, hein, des choses je me les garde, mais c'est vachement intéressant, c'est de la clinique, je sais pas comment on appelle cette clinique-là, la clinique du chez-soi, j'en sais pas, mais il y a de quoi faire, oui, effectivement. Et puis, je sais plus, il y avait un autre aspect dans ce que vous disiez. Oui, la compassion vers le soignant. Y en a, c'est un réflexe chez eux tout le temps. Ils répondent pas à la question pour eux, puis ils vous renvoient la question directe, une sorte de ping-pong. Oui, je pense qu'ils ont... Déjà que notre métier pose beaucoup de questions et de fantasmes. Comment vous faites pour écouter la plainte des autres toute la journée, Madame Morche, franchement Alors je réponds, puis moi je suis con, moi je réponds à la question vraiment, quoi. Je leur dis, non, c'est un métier, on fait ci, on fait ça. C'est parce que j'ai les techniques, justement, que je les emporte pas avec moi sur l'oreiller. Je suis obligée d'expliquer parce que je suis pas géniale, faut arrêter de, vous voyez, justement pour défantasmer, là encore. Donc oui, ils ont été reconnaissants. La patrie reconnaissante, c'est ça. Mais bon. Après, je sais pas, il y a toujours eu des patients comme ça, quand même, je pense, c'est pas nouveau. Mais là, oui. Mais certains étaient bluffés que j'aille bien. Oui, je sais pas pourquoi. Que je continue. J'ai une dame qui m'a envoyé un mail, c'est pour ça que j'y pensais la semaine dernière. Elle a vachement évolué. Alors, elle a fait comme ça. Malgré l'année, quand tout le monde en a stagné, on a même régressé certains. Elle a fait une envolée de dingue. Elle a fait une formation. Elle a changé de métier. Enfin, avec du recul, elle va se rendre compte de tout ce qu'elle a fait là où tout le monde s'était figé. Et elle m'a fait un long mail avec des photos. Donc pareil, les photos, le partage de photos personnelles. Ça, c'est des trucs pareils que j'aurais jamais pris avant.
Et les gens avaient besoin de me montrer où ils étaient, les balades qu'ils font, les randonnées. En Auvergne, on fait des randonnées tous les week-ends. Donc les gens, j'ai des photos de randonnées en veux-tu, en voilà. Et ça avait du sens. Dans la reconnaissance, j'avais ça aussi. Regardez comme je vis, la pleine conscience, je l'ai fait sous cet arbre. C'est génial, ça aussi. Ça aussi, ça met du sens, effectivement. Voilà. D'autres questions, commentaires? Je voudrais faire le lien avec ce que Lionel nous a parlé tout à l'heure de l'employé de banque qui allait mal, etc. Finalement, il apprend qu'elle va mal parce qu'elle ne triche pas alors que tout le monde triche. Et ça, pour revenir sur le sens et sur justement sur la reconnaissance, on est reconnu que sur les valeurs qu'on se donne soi-même. Enfin, elle, je pense qu'elle s'était toujours interdit de tricher, enfin toujours interdit de mentir, toujours interdit, elle était là-dedans. Elle sentait bien qu'il y avait un malaise, pourtant personne ne lui a jamais rien reproché. Et c'est elle qui se reproche parce qu'elle n'est pas dans son contexte de valeur. Et finalement, cette perte de sens, parce qu'on n'est pas dans les valeurs, est-ce que vous, ou Lionel, hein, quand vous travaillez avec les gens, vous arrivez à l'exprimer et du coup à changer, non pas les valeurs des gens, parce que souvent c'est qu'elles sont bonnes leurs valeurs, surtout pas, mais que eux changent par rapport au milieu dans lequel ils sont, quoi. Oui, j'étais super intéressée par l'allocution précédente. Donc surtout pas changer leurs valeurs, par contre réaliser dans quel contexte ils vivent. Et souvent ils sont dans une naïveté totale. Alors on parlait de la place aussi, je baragouinais avec ma voisine de table pendant des interventions. C'est pas des gens qui tombent malades, hein. Ils n'étaient pas malades ces gens-là pendant 20 ans. Des fois ils sont à la même place pendant 20 ans, donc il n'y a pas un problème de place en soi. Mais le code a changé, comme dirait le film, les règles ont changé et ils n'ont pas vu. C'est-à-dire que souvent ils sont restés dans la logique du mérite pur, du sens du travail, de la qualité de travail et tout. Sauf que finalement ça s'est passé sans eux le changement. En tout cas, ils n'ont pas voulu le voir parce que ça interroge leurs valeurs, donc leur fonctionnement. Quand vous grattez l'éducation derrière des gens qui font un burn-out, il y a du perfectionnisme, il y a du sens du travail, mais jusqu'au bout des ongles. C'est impressionnant les anecdotes en 2000 qu'ils ont de leurs parents, de leurs grands-parents, on veut dire sacrificiels, hein, pour pas dire autre chose, mais c'est beau, quoi. Ça, tout le monde devrait être à ce niveau-là. Sauf que c'est de moins en moins le cas, et souvent, voilà, il y a ce défaut de... Enfin, ils n'ont pas glissé là-dedans, ils n'ont pas vu que les autres glissaient dedans, effectivement, et donc il y a un décalage, en fait. Et la fracture, elle est là, quoi. Ils sont vraiment dans un décalage cruel. Mais notre job à nous, c'est de, au moins, expliquer ce décalage-là. Et après, ils font leur choix. C'est pas à nous de choisir pour eux s'ils veulent rester, s'ils veulent pas rester, si ce décalage-là, on peut le combler ou pas. Mais c'est une crise éthique, ouais, c'est sûr. Ouais. Les burn-out, c'est des crises éthiques. Hein. C'est pour ça que ça met un temps fou à se soigner. C'est pour ça qu'il n'y a pas que les symptômes physiques. Mais c'est souvent ça. C'est des gens qui n'ont pas vu que autour d'eux, ça a changé et que les autres, alors, pareil pour rebondir à ce qui a été dit tout à l'heure, les autres changent avant eux, c'est-à-dire soit ils lâchent la rampe, soit ils font des compromis. Ils parlent tous de job alimentaire, même dans le soin. Voilà. Je sais pas comment ils font d'ailleurs, mais bon, ils font, ouais, ça, ils font. Ou ils partent, les gens craquent, même avant de craquer, quoi, ils se barrent, ils claquent la porte, ils pètent des câbles, enfin bon, il n'y a pas de mystère en fait. Et les gens qui restent et qui se culpabilisent, c'est les meilleurs, quoi, j'ai envie de dire. Mais voilà, notre rôle en tant que psychologue, c'est de les aider à remettre du sens, effectivement, et de se dire quelle est la part de leur fonctionnement sans tomber dans la culpabilisation fausse et inutile de l'individu, mais dans quel contexte voilà, vous avez œuvré, et effectivement, ça ne peut pas marcher. Bon, si vous avez ces valeurs-là dans ce contexte-là, il ne faut pas vous étonner de souffrir. Enfin, vous voulez peut-être... Ouais. Le problème, c'est que les gens deviennent fous d'abord, avant de se dire je souffre, et qui donnent à voir ça, et pour vous la faire court, mais j'y pensais très fort quand vous avez parlé tout à l'heure, en gros, les filles sont hystériques dans les entreprises. Vous êtes soit hystéro, soit parano. Et que ça arrange tout le monde. Et c'est pas faux, c'est-à-dire qu'à l'instant T de la crise du stress aigu, alors, pourquoi les filles hystéro et les mecs, je vous explique vite fait, c'est juste l'éducation. Les filles, on a le droit de pleurer, on a le droit, c'est formidable. Et les mecs, vous n'avez pas le droit, vous avez le droit à la colère. Donc ça sort, quoi. Et les risques hétéro-agressifs, c'est les mecs en entreprise, les menaces de mort, les bagarres, les pétages de câbles.
chez des gens, là encore, qui ont toujours fonctionné, qui sont pas psychopathes, qui ont jamais fait de psychiatrie de leur vie. Je veux dire, on devient pas psychopathe à 50 ans, donc ça aussi, ça me fait bien rire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est facile, du coup, pour l'organisation, effectivement, de diaboliser ces gens-là. Et eux-mêmes l'acceptent, puisqu'ils se reconnaissent pas, ils ne savent même pas ce qui leur fait mal. C'est comme on dit, des grenouilles dans l'eau bouillante, de toute façon. Donc, nous, on a ce rôle-là de penser tout ça avec du recul, mais quand vous êtes le malade qui s'ignore, qu'est-ce que vous voulez aller défendre votre cause? Déjà, nommer de souffrance, c'est déjà un chemin de dingue. Et en plus, après, défendre votre cause, c'est tout autre chose, quoi. Là aussi, on a un rôle fondamental. Bon, rien. Non, vous n'êtes pas tous hystériques et tous parano. Si vous l'êtes, si vous le devenez, je le suis devenu à des moments, c'est parce que ça va mal, et si ça va mal, il faut analyser pourquoi et retrouver le sens, le bon sens et les bonnes valeurs. En tout cas, Annabelle, merci beaucoup. Il nous reste à clore, on est dans les temps pour les gens qui ont du trajet à faire, et encore beau. Pour tous, vous repartez vers l'est, et vous avez une énorme chance, et que le soleil se couche à l'ouest, donc vous n'aurez pas le soleil dans les yeux. Mais vous aurez le vent dans le dos, puisqu'il vient de l'ouest, donc vous allez aller très vite chez vous. Il me reste vraiment à remercier tous les intervenants de la journée, qui nous ont apporté chacun des points extrêmement importants, sans reprendre tous les topos. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié avec le topo d'Élodie, c'est cette définition des sens, et ce sixième sens, même s'il est remis en cause comme étant un élément naturel du soignant ou de l'être humain, d'une manière générale. En tout cas, il n'y a pas de sens s'il n'y a pas d'humain, et d'une manière définitive, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de relation humaine. Tout ça peut être éventuellement protocolisé pour aider, mais il ne faut surtout pas en devenir esclave, et que l'outil nous transforme et que nous fasse disparaître. C'est ce qu'on a compris à travers le topo de Philippe. Isabelle nous a apporté son éclairage de patient, et en quoi l'écoute, la disponibilité des soignants était extrêmement importante. Ce qui a été relevé après par Didier Vino comme étant du soin intangible, et qui nous a exhorté à mesurer ce qui n'était pas mesuré pour le valoriser, pour essayer de donner encore plus de sens par rapport aux chiffres et à la comptabilité, parce que cette comptabilité de la santé, c'est souvent ce qui nous épuise, et c'est ce qui nous fait perdre un peu les pédales et le sens. Et donc peut-être qu'il faut qu'on se motive là-dessus, qu'on essaie d'avancer. Pour autant, le travail a toujours un sens. J'ai bien compris, il y a toujours un sens, et c'est juste de retrouver le bon positionnement au sein du travail. Il n'y a pas de travail qui n'a pas de sens. Par définition, c'est une activité sociale et humaine, et donc de relations. Au sein d'une anthropologie, il faut redonner du sens au sens. C'est ce qu'on nous a dit au niveau de l'anthropologue. Alors, j'ai pas tout compris. Si en fait il fallait symboliser le sens ou redonner du sens au symbole, mais en tout cas c'est en tout, et ça me paraît extrêmement important. Et puis enfin, on a vu que la crise pouvait motiver le sens du soin pour aider les plus vulnérables, et que tout ça méritait une reconnaissance, et que cette reconnaissance a été basée sur nos valeurs, et nos valeurs de soignants, d'aidants, de thérapeutes, de personnes qui cherchent à aider les autres dans leur vulnérabilité. Et c'est ce qui nous donnait notre valeur, notre sens humain, et c'était ce qui était le plus important. Merci de votre écoute. J'espère que cette réflexion va se prolonger dans nos têtes encore longtemps,
Je vous donne rendez-vous sur tous nos rendez-vous de cinétique, de café éthique. Vous les retrouvez tous sur le site de l'ERERA. Et puis, les prochaines... alors, il y a des printanières qui... Je sais plus, elles sont à Saint-Étienne. Ils seront au printemps, comme leur nom l'indique. Et puis des automnales à l'automne prochain. On n'a pas encore défini les thèmes. Mais, on va essayer de trouver des thèmes. En tout cas, moi, je suis très très heureux de cette journée qui a été très très riche en réflexion. Et je vous souhaite un excellent retour et de très très bonnes réflexions. Et surtout, prenez la bonne direction et le bon sens. C'est juste en face de vous, l'autoroute. Bonne soirée.